Rebonjour. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ça sera plus technique que la dernière fois, qui était une grande présentation générale de ma posture par rapport à l'énéagramme. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des terrains sur lesquels on va choisir, on va de toute façon le faire, pas forcément en choix conscient justement, c'est tout l'intérêt de cette problématique, mais où on va bâtir notre maison-moi. Il y a 3 grands terrains possibles. Il y a 3 grands moteurs de la psyché, 3 grands moteurs de l'action, de la réflexion, de l'inspiration. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Par ailleurs, je voulais faire un petit débrief de l'épisode de la première fois. Je voulais qu'il y ait au moins une chose qu'on ait en mémoire par rapport à l'énéagramme, c'est que ce qui nous a sauvés une première fois de manière tellement concluante qu'on va l'intégrer comme un conditionnement intime et très pérenne au long de notre vie, si on le consomme en monodiète, si on n'a que cette approche-là toute notre vie, ce qui mène à ce qu'on appelle les compulsions de répétition, ce qui est remède devient poison. C'est presque un principe écologique et de diversifier nos ressources va nous permettre de ne pas nous intoxiquer, c'est-à-dire de ne pas partir en désintégration. Pour savoir quel est notre mur porteur et aussi quel est notre énéatype, la question clé qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Comment je me mets en sécurité? Et quand je décline les énéatypes, quand je les décris, quand je les systémise, quand je les identifie et les définis, je réponds toujours à cette question centrale. Voilà les 2 choses qu'il fallait, à mon avis, bien avoir en mémoire sur ma présentation de l'énéagramme. Donc on va passer aujourd'hui aux 3 terrains de prédilection de l'âme humaine, de son action, de son inspiration. Nous avons un centre, un moteur émotionnel, nous avons un moteur mental et un moteur que j'appelle moi vital, parce qu'on l'appelle instinctif et ça raconte pas grand-chose non plus. C'est le plus difficile, je vous préviens, à définir, mais on va le faire aujourd'hui. Je vous donne un exemple. On est un groupe d'adultes, enseignants ou parents d'élèves ou membres d'associations qui s'occupent de ça, et on a affaire à un problème de harcèlement scolaire. Il y a 3 manières de réagir, de commencer à poser des jalons dans ce combat pour trouver des solutions. Il y a 3 grandes sources d'inspiration. Soit on sera dans l'instinctif et le vital, et donc on va se dire il y a danger, y compris de mort, on l'a vu, parce qu'il y a eu des suicides à cause de cette cochonnerie qui gangrène notre société. Et donc, on va protéger la personne en difficulté, la personne vulnérable. Et donc, on va punir, on va imaginer des sanctions, on va expulser s'il le faut. Et quand on fait avec cette démarche-là, avec ce type de solution, on s'est inspiré de la muse vitale ou instinctive, que je vais définir ensuite de manière plus générale, plus structurelle, mais là, on a eu recours à ça. Est-ce que c'est la seule solution? Non, il y a 2 grandes familles de ressources qui peuvent aider à régler ce problème, en tout cas à y trouver des solutions. Il y a le mental peut intervenir en disant il faut qu'on change le règlement intérieur, il faut qu'on passe par la loi, qu'on cherche un encadrement juridique, il faut qu'on établisse un process. Et quand on propose ce type de solution, cette grande famille de solutions, on a agi selon le centre mental, selon le moteur mental. Et il y a une 3e option, c'est réagir par le pathos, par la colère, par faire un scandale, prévenir les médias, être en lien avec l'autre. Donc vous voyez où je veux venir, on est dans le centre émotionnel. Et discuter aussi, rencontrer les acteurs, rencontrer les gamins, essayer de les convaincre, de discuter avec eux, de les écouter. Et là,
on a écouté notre muse émotionnelle. Qu'est-ce qui vaut mieux? Les trois sont absolument nécessaires à la recherche de solutions. Il n'y en a pas une on dit non, il ne faut pas. En général, quand on réprime un centre, parce que comme on va le voir, on réprime toujours quelque chose, on va dire ah non, non, il ne faut pas faire dans l'émotionnel. Ah non, non, il ne faut pas faire dans le process, c'est froid, alors qu'il y a des gamins qui souffrent. On va opposer déjà ces trois ressources, ces trois grandes familles d'inspiration, mais en fait, elles se complètent. La première fois, je vous ai parlé du syndrome, ce que moi j'appelle le syndrome du tricycle. Pour cette histoire de tricycle, donc j'ai rappelé quand on est par exemple un 2, on a une aile en 3 et un en 1. C'est-à-dire sur la représentation des 9 angles de l'énéagramme, il y a toujours 2 voisins. Un à gauche et un à droite en gros. C'est ce qui m'a un petit peu fait penser à ce tricycle qui penche à gauche ou qui penche à droite. Quand on est 9, on a un voisin 1, un voisin 8 et ainsi de suite. Donc on est dans une situation triangulaire et bizarrement, on va toujours solliciter une petite roue et pas l'autre et négliger d'avoir recours à l'autre. C'est ce que j'appelle faire du tricycle sur 2 roues. On va pencher d'un côté ou d'un autre. Et ce syndrome du tricycle où on a 3 possibilités, en fait, on a tous 3 possibilités au minimum dans l'équipement de base de l'être humain, je dirais même du vivant conscient, en tout cas de l'être humain, c'est certain, on a toujours trois possibilités, on est armé de ça. Et par rapport au terrain de construction, le mental, l'émotionnel et le vital, on en a un forcément puisqu'on a un énéatype. Alors, on a l'émotionnel qui est le plus simple à comprendre, où on trouve l'énéatype 2, 3 et 4. Quand on passe à l'énéatype 5, on est forcément construit sur le mental. Quand on est du 2 au 4, on est forcément construit sur de l'émotionnel. Du 5, le 5, 6 et 7 est forcément le terrain de base de construction de notre maison moi, c'est le mental. À partir du 8, 9 et 1, puisqu'il n'y a pas de 10, c'est une figure à 9 angles, on est dans le vital. Cette petite présentation de base, c'est pour vous dire que selon notre énéatype, on est forcément sur un terrain de rattachement, qui est notre terrain normal d'inspiration quotidienne. Et puis, on va aller puiser chez un voisin en termes de centre. Chez l'émotionnel, par exemple, on est dans le mental. Il y a 2 autres possibilités, l'émotionnel et le vital. Et on va préférer un centre et réprimer l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un où on va pouvoir trouver des solutions annexes, où éventuellement on va pouvoir construire notre résidence secondaire, où on va aller voyager souvent. Et puis il y en a un autre auquel on ne pensera pas, qui ne nous sera absolument pas familier, qui ne nous viendra même pas à l'esprit comme type de ressource. Tout à l'heure, je parlais sur cette histoire du harcèlement scolaire, des personnes qui diront « Ah, surtout pas partir dans le pathos ». Mais pourquoi pas si c'est efficace? Mais pas que. C'est tout ce qu'on apprend quand on se familiarise avec l'énéagramme et ce qu'il peut nous apporter dans la vie de tous les jours. Donc, on va avoir tous, non pas 3 centres d'inspiration à équiter de ressources, mais on va en avoir un qui nous fonde, un autre qui nous aide et un qu'on réprime. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre sur les centres. Donc le centre émotionnel, pour moi, c'est le centre de l'interaction. C'est le centre de l'interaction à l'autre. C'est le siège de la reliance, de l'interface entre soi et l'autre. Au sens large, qui explique même l'extérieur de soi, c'est-à-dire l'environnement, qu'il soit social, qu'il soit naturel. C'est un moteur qui active et qui investit cette interface, cette confrontation. C'est le lieu d'adaptation ou le contraire, ou d'inadaptation. Mais c'est là où ça se joue, la question de l'adaptation, à l'autre et à soi-même. Des 3 centres, on est tous concernés par la problématique de la fusion, comme je l'indique au fil des pages, parce que c'est vraiment
une des théories fondatrices de mon analyse de l'énéagramme. C'est qu'on a cette mélancolie ontologique, cette mélancolie universelle de la sortie de la fusion. Alors selon nos convictions spirituelles, ça peut être la fusion originelle d'avant l'incarnation, ou ça peut être simplement la fusion matricielle qui nous lie à notre mère avant la naissance. Mais dans tous les cas, on va essayer, avec des scénarios très très différents, on va toujours essayer de restaurer cette fusion qui nous a apparu édénique, paradisiaque, et qu'on veut recouvrer quoi qu'il arrive. Et donc, dans tous les néagrammes, tout le monde s'arrange avec des méthodes et des sources d'inspiration très très différentes pour essayer de se remettre dans cet état, de reconquérir cet état. Et la fusion, donc, concerne tous les énéatypes de manière très très diversifiée, mais ce sont les énéatypes, les 3 énéatypes, je le rappelle, le 2, le 3 et le 4, du centre émotionnel, pour qui la quête de fusion va être majeure, va déborder tout le reste. Pour moi, ce qui compte, c'est la réaction de l'autre, c'est soi et l'autre, l'autre et soi, et cette réactivité tout le temps avec l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Pour moi, le centre émotionnel, le temps attitré du centre émotionnel, ou du terrain émotionnel, ou du moteur émotionnel, c'est le présent réactif. C'est dès que vous parlez de sentiments d'amour de l'autre, donc de manière très générale, de problématiques identitaires, elle est très concernée par ces 3 énéatypes, le 2, l'altruiste, le 3, le battant, je vous le dis rapidement, mais je les définirai bien plus avant dans d'autres vidéos, et le 4, le romantique tragique, c'est vraiment, la problématique identitaire est encore plus centrale chez eux. Ça va de l'effacement au narcissisme dominateur, hein, avec toutes les nuances intermédiaires. Donc c'est la problématique du cœur, les relations sociales sont inspirées par ce moteur, l'empathie, la fusion, la sensibilité, la sensiblerie, tout ça est concerné et géré par le centre émotionnel. Donc attaquons un deuxième qui est, à mon avis, un tout petit peu moins évident, le centre mental, qui est le centre pour moi de la représentation symbolique. Donc c'est pas forcément ce qui va générer l'intelligence ou la non-intelligence de la personne. Quelqu'un qui ne serait pas dans le centre mental peut être royalement intelligent. Et quelqu'un qui est dans le centre mental peut être juste un cérébral, mais pas être très intelligent. Un cérébral, ça veut dire quelqu'un qui va mouliner beaucoup, qui va être beaucoup dans la représentation mentale des choses. Donc, il ne s'agit donc pas d'un centre intellectuel. Il est souvent rationnel ou logique, mais pas forcément. On peut rater ce coche. Mais en tout cas, le recours qu'on aura, c'est le centre de la fonction symbolique qui s'appuie sur des représentations mentales pour élaborer un petit système de référence qui permet de faire face par la suite. Dans notre exemple sur le harcèlement scolaire, le centre mental active le process, le recours à la loi, en tout cas qu'est-ce qu'en dit la loi, il va tout de suite regarder ce qu'en dit la loi, comment on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Ce sont des systèmes de référence et de référence mentale. Donc le moteur, c'est aussi ce qui le différencie beaucoup des autres, c'est que c'est le moteur de la psyché qui organise et qui planifie, qui escompte un résultat. Donc il y a aussi, il est très pragmatique aussi, même s'il est le plus apte à rentrer dans des représentations conceptuelles. Il anticipe les conséquences de ses actes. C'est vraiment le stratège plus que le tacticien d'ailleurs. Son temps de référence, c'est le futur. Quand il va poser une action, qu'est-ce que ça va apporter? C'est ça, c'est pas tiens, si je fais ça, tout de suite, ben, l'autre va m'aimer, va me regarder. Ça, c'est le centre émotionnel. Si je fais ça, ça va donner quoi? Ça va m'apporter quoi dans l'avenir? Donc nous en tirons notre capacité à nous projeter dans l'avenir. À chaque fois qu'on se projette dans l'avenir, on s'inspire du moteur mental.
on va en attendre toujours quelque chose de précis, donc pour moi les pragmatiques se retrouvent là. C'est aussi le moteur du contrôle, c'est là qu'on se place quand on veut avoir une vision. Quand on dit d'un homme politique qu'il n'a aucune vision, c'est certainement que le centre mental est réprimé chez lui. L'amour du savoir, la soif de connaissance sont créés par ce terrain-là, par ce moteur. Donc c'est le lieu, donc, comme je l'ai dit, de la conceptualisation, mais aussi de toutes les formes de représentation, de l'exercice et de la fonction symbolique à travers différentes formes d'expression, évidemment le langage, la culture, l'art. En un grand mot, les civilisations se bâtissent sur ce socle-là. Et donc, c'est le siège de l'organisation, le temps, comme je l'ai dit, donc le temps de référence de ce terrain, pour moi, c'est le futur, mais le futur planifié. C'est pas un jour mon prince viendra, qui est carrément issu du centre émotionnel, c'est une langueur de l'âme, un espoir, une attente, mais on ne fait rien pour le mettre en place, pour mettre en place l'arrivée du prince. Et si vous êtes une princesse issue du moteur mental, vous allez tout planifier pour que le prince arrive et quand il arrivera, que ça se passe comme il faut. Donc on se projette toujours dans l'étape d'après. C'est donc un lieu où se prépare l'action, c'est l'amont des décisions, c'est la problématique de la quête de sens. Ce qui est très très important. On y trouve aussi bien le raisonnement analytique pour l'énéatype 5 par exemple. Des capacités de synthèse sont inspirées de ce terrain, de ce moteur. C'est le cas pour le 7 qui va aussi chercher le sens, à relier tout ce qui apparaît comme un chaos un espèce de bazar mental. Il va essayer de l'organiser toujours. Et c'est la puissance de l'imaginaire et de l'anticipation. Et c'est la capacité de se représenter un monde de référence, ce qui est typique de l'énéatype 6, qui est loyaliste. Donc qui se réfère par rapport à un groupe de pensée. Et c'est là aussi où se fondent et s'inspirent et se créent, c'est le lieu de naissance, en fait, de l'éthique. Parce que les valeurs morales, elles sont très kantiennes chez l'être humain, elles sont liées à la raison. Et c'est là qu'elles vont se façonner. C'est pas dans l'émotionnel qui va être dans la compassion qui va aider à mettre en place, pas à mettre en place, mais à vivre l'éthique. Mais l'éthique, les fondements de l'éthique, quelqu'un qui écrit les fondements de la métaphysique des mœurs, comme Emmanuel Kant, ou la critique de la raison pure, il a tout écrit sous la dictée du centre mental. C'est aussi là que le réel est analysé, que l'existant est reconstitué, mais dans le but d'établir une procédure, un système de référence, c'est pour ça que je dis que les civilisations, elles naissent là aussi. C'est un système de référence qui pourra être commun. Donc, il y a des nouveaux schémas qui sont des schémas quand les schémas de pensée changent, c'est le centre mental qui a agi, qui a été très très actif. Et c'est là que se joue aussi la problématique du changement. On verra le changement pour l'impulser ou pour le réprimer. C'est-à-dire qu'on aura des énéatypes qui vont créer des nouveaux modes de pensée, qui vont participer au bon de civilisation, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et c'est aussi là où on va trouver des énéatypes qui veulent reproduire bien l'existant, comme le loyaliste, parce qu'il veut reproduire le système de référence qu'il connaît. Le dernier moteur d'inspiration, ça sera le moteur vital ou instinctif. Moi, je l'appelle vital. C'est celui qui m'embarrasse le plus à enseigner. Et bizarrement, c'est mon centre réprimé. Donc ceci peut expliquer cela. C'est ma petite roue de tricycle désactivée. Donc la mission de ce centre, elle est cruciale, elle est vitale, c'est le cas de le dire. On va puiser dans ce terrain quand il s'agira de ce principe de survie de l'espèce, de préservation de l'être. Et le temps activé, c'est bien le passé actif, parce que quand on est inspiré
par ce centre. On y trouve par exemple des très grands, des génies, des athlètes génies, c'est-à-dire qui ont une très grande intelligence du corps et qui n'ont absolument pas besoin de réfléchir, comme le centre mental va par exemple faire une comparaison des bénéfices-risques. Il va passer par des liens logiques de causalité qui sont infinis parfois et qui sont assez lents. Par contre, c'est ce qui s'appelle la logique. Mais le centre vital meut quelque chose qui s'appelle la réflexion analogique, qui est beaucoup plus rapide, qui est une réflexion en 3D. C'est-à-dire que les énéatypes qui sont l'énéatype 8, 9 et 1 qui s'inspirent de ce terrain vont penser très vite, ils vont réagir très vite parce qu'ils auront thésaurisé, c'est-à-dire mis dans leurs archives personnelles toutes les expériences passées d'action qui ont été soit des succès, soit des échecs, mais pour en tirer des enseignements. Et thésaurisés de cette manière, ils ont tellement le don pour ça que cette thésaurisation va donner tout de suite une projection 3D. C'est ce que j'appelle le raisonnement analogique et qui va se passer des comparaisons binaires bénéfice-risque. Donc ça va être des génies militaires qui vont tout de suite savoir ce qu'il faut faire à l'étape suivante. Ça va être des génies de positionnement dans un sport collectif. Ça va être ce genre de choses. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on voit tous les jours, mais des gens qui vont ressentir très vite quelle est la bonne solution, qui vont se mettre à penser super vite, seront forcément dans le centre instinctif ou vital. Ce sont des énéatypes aussi qui stockent les valeurs, qui stockent les certitudes parce qu'elles sont vitales, justement, et ce n'est pas seulement un système de référence qui est agréable à comparer. C'est pareil, on peut comparer des systèmes de référence. Quel est le meilleur selon toi? Le meilleur, ça sera celui qui maintient en vie. Il archive, c'est un terrain qui archive et réactive les données passées. Et c'est un lieu où œuvre l'énergie pour agir. Donc c'est vraiment un lieu où c'est une source d'inspiration où le corps stockera de l'intelligence et stockera des réponses. Il n'y aura pas cette dichotomie avec le logos, avec le mental, avec le verbeux. Ça va être un lieu de créativité très intense, de sensualité débridée, et où il y aura toujours une coordination physique et manuelle qui sera très bien gérée. Ou alors qui sera catastrophique parce que c'est ce qui est le plus important pour eux, et si ça ne marche pas, tout va s'effondrer. C'est le terrain qui va provoquer le changement ou qui va y résister. J'en ai parlé un peu dans le mental, qui donne les fondations intellectuelles et conceptuelles à ça. Mais là, on n'est plus dans les fondations intellectuelles ou conceptuelles, on est dans les fondations quasiment organiques. Vous savez qu'il y a deux façons de réagir à un obstacle, c'est soit l'affronter, soit être dans la fuite. Eh bien, tous les énéatypes du centre vital vont choisir ça très très rapidement et avec le plus de bonheur et de justesse possible. Voilà ce que m'inspire ce centre assez mystérieux, puisque conceptualiser dessus, c'est déjà un petit peu contradictoire. Mais quand on va rentrer dans les énéatypes, on va très bien comprendre de quoi il s'agit. Bien, j'espère avoir été à peu près claire et pas trop longue. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos qui seront beaucoup plus thématiques, évidemment, qu'a été la première. Et là, on a resserré un petit peu le champ, mais on le resserrera encore plus la prochaine fois. À très bientôt.